régler ça en mode one. Autour de moi c'est la fête là. Et y'a mes gars qui guettent là. J'ai pas la tête à leur parler de toi. Alors je fais semblant d'être là. On se retrouve dans le Tour du Cadran, votre émission sur Radio Campus 93.3 de midi à minuit. On va aborder un thème qu'on n'a pour l'instant pas abordé jusqu'à présent dans cette émission, avec Mathis qui est là, c'est la science, avec notre invité juste après le jingle. C'est l'énorme parti. jingle. C'est un très beau jingle scientifique. C'est un très beau jingle. On est avec des années de recherche. Monsieur Julien Vernet, Bonjour. chercheur en STAPS et en activité physique adaptée notamment. Vous avez fait plusieurs thèses ou Alors j'ai fait qu'une seule thèse. Ouais. C'est déjà très très bien. Sur des patients âgés, des sujets âgés, pardon. Enfin, je vais vous dire le nom de la thèse, comme ça sera plus simple. Conséquences musculaires. Il est pas facile à sortir. Ouais, conséquences musculaires d'un entraînement sollicitant endurance et force chez un même sujet âgé, aspect fonctionnel et histomorphologique. Merci plus en le tout titre est cas. compliqué. Ouais, mieux ça. Vous gagnez des points sur la complexité. c'est ça. Ça se voit. Donc avant de parler de tout ça, on va vous demander de vous présenter un petit peu ce que vous faites dans la vie du coup. Eh bien, bonjour à tous les auditeurs qui vous écoutent pendant ces 12 heures. Moi, je suis enseignant-chercheur à l'UFR STAPS de Clermont-Ferrand et au laboratoire AME2P, qui est rattaché à l'UFR STAPS, puisque le principe d'un enseignant-chercheur, c'est d'être rattaché à la fois à une fac et puis à un laboratoire de recherche. Et du coup, quel est le quotidien d'un enseignant-chercheur ? Qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Comment vous équilibrez un petit peu les deux métiers finalement ? Alors l'équilibre se fait un petit peu en fonction des personnes, mais statutairement, on est censé faire 50% de notre temps de la recherche, 50% de notre temps de l'enseignement. Il se trouve que souvent on nous rajoute un troisième 50% qui est l'administratif. Mais après, certains enseignants chercheurs font plus de recherche, d'autres un peu plus d'enseignement en fonction des thèmes. De ce qui leur plaît aussi peut-être. Alors, C'est du moment aussi. on a une certaine liberté quand même, hein, donc voilà, il y en a qui sont plus orientés vers l'enseignement, qui font tourner la fac, et puis d'autres qui sont très impliqués dans la recherche, qui ont certaines dérogations pour faire un peu moins d'heures d'enseignement et pour faire plus de recherche, parce que aussi ça leur permet de représenter l'université, de valoriser l'université via la recherche. Donc voilà, chacun essaye de trouver un petit peu son compte, et puis à la fin tout ça s'équilibre. Du coup, vous avez plus vous êtes plus chercheur ou plus enseignant ? Alors moi, actuellement, je suis plus enseignant. C'est un endroit où je m'éclate bien. Je fais aussi un petit peu de recherche. J'encadre une doctorante. Voilà, on a quelques projets de recherche. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien la partie enseignement. Et comment, du coup, vous êtes arrivé à faire de la recherche ? Alors ça, j'ai eu cette discussion avec une étudiante de L1 pas plus tard qu'hier. Oui, c'est marrant, qui voulait faire de la recherche. Elle m'a dit ouais, je voudrais faire comme vous. Alors c'est intéressant. J'ai essayé de lui expliquer qu'il y avait quand même beaucoup de barrières entre la L1 et faire un doctorat, parce que actuellement, faire un doctorat, c'est le prérequis pour pouvoir être enseignant-chercheur. Et déjà, il faut trouver un directeur de thèse. Il faut que ce directeur de thèse, il trouve une centaine de milliers d'euros pour payer le salaire de son doctorant. C'est si cher que ça, du coup, 100 000 euros. Et ça comprend aussi la thèse ou pas ? Ouais, 3 ans de salaire, ça fait à peu près ça. Hein. C'est-à-dire que ça fait 1 500 euros, chargé 3 000 euros, 36 000 euros par an. Et on arrive à 100 000 euros sur 3 ans. Donc il faut déjà trouver ça, rien que pour payer le salaire. Mais dans mon domaine, là, vous parlez de l'histomorphométrie. Moi, dans mon domaine, j'analyse des bouts de muscles, et pour ça, j'utilise des anticorps. Un anticorps, ça coûte quelques centaines d'euros, les 100 microlitres. Donc voilà, il faut trouver aussi de l'argent pour faire les expériences, pour payer les sujets. Là, vous voyez, les sujets qui ont fait ma thèse de mémoire, je crois qu'ils avaient touché 600 euros pour s'entraîner 3 mois, subir 4 biopsies. C'est pas très cher payé, hein. Je pense que à la fin, ça a à peine payé leur essence pour venir au laboratoire 3 fois par semaine s'entraîner. Mais voilà, tout ça, c'est un gros budget, et dans un projet de recherche, le plus dur, c'est souvent de trouver l'argent pour le projet. Souvent on a plein d'idées, mais on abandonne faute d'argent. Donc ça c'est un souci. Et donc cette étudiante, il faudra qu'elle trouve un directeur, que le directeur trouve de l'argent. Il faut être prêt à bouger. Moi, pour ma thèse, j'ai dû partir en Suède, parce que là-bas on me proposait un salaire, et donc je suis parti faire ma thèse là-bas. Donc voilà, cette étudiante, j'ai essayé de lui expliquer que
ça se ferait, enfin, si ça la motivait, il fallait surtout qu'elle change pas d'avis, parce que moi, c'est en 2e année, je crois que j'ai découvert la recherche, et puis j'ai trouvé ça intéressant, et puis voilà, mais il lui faudrait de la chance aussi, il faudra être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Il y a une grosse partie de chance. Mathis, tu voulais poser une question ? Là, je crois que je l'ai oublié du coup. Non, c'était vous demandez justement le directeur là qui va du coup potentiellement cadrer sa thèse. Il a quoi comme ressources pour aller chercher les finances, les fameux 100 000 euros dont vous nous parlez? Les fameux 100 000 euros, il faut être, c'est comme un peu dans tout, il faut être connu, parce que pour avoir des 100 000 euros, on postule à des appels d'offres. Alors des fois l'université dit tiens, nous on met un petit billet sur la table pour une thèse, voilà. Donc tous les gens, mais ça peut être les gens de la fac de lettres, de la fac de sciences, vont postuler à des appels d'offres, montrer un dossier, dire voilà, nous on a cette idée et puis on va travailler avec telle personne, on a de bonnes chances que ça réussisse, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis voilà, c'est une sorte de concours à chaque fois, et le gagnant il reçoit la bourse de thèse, ou il reçoit de l'aide pour faire sa recherche. Faut être le plus bankable quoi. Et c'est toujours bien voilà, d'avoir un nom qui claque. Julien ça aide, voilà, ça claque un petit peu moins. Julien Vernet, et du coup, quand on propose une thèse en tant que, du coup c'est à la fin d'un master qu'on propose une thèse. Ouais. Il faut que du coup il y ait déjà un sujet pour trouver ce financement. Il faut que l'idée soit originale. Faut que c'est quoi par exemple vous, si vous aviez un critère de recrutement, vous aviez 2 personnes et une seule à financer, comment vous choisiriez du coup? Alors très souvent, moi ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour ma thésarde. Très souvent on a trouvé un financement et puis on va chercher le candidat qui va bien, ou alors un candidat particulièrement brillant. C'est vrai que la fille que j'encadre en thèse, elle était vraiment très 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 brillante. Elle, c'est son CV qui a, je pense, joué en sa faveur, parce qu'elle était vraiment extrêmement brillante, et donc on a eu une thèse, une allocation de thèse de l'université qui a parié sur elle. Moi dans mon cas, c'était beaucoup plus anodin. Je suis allé voir un ancien prof à moi en lui disant en gros, j'ai pas trouvé de thèse à Clermont, est-ce que vous voulez bien me prendre? Alors il m'a un peu rionné, il m'a dit c'est peut-être pas la meilleure façon de demander. Il m'a dit mais de toute façon j'ai rien pour toi mon pauvre, mais je sais que j'ai un collègue qui cherche quelqu'un en ce moment, et c'est comme ça que j'ai rencontré mon directeur de thèse. Et moi par exemple, quand j'étais plus jeune, mon envie c'était de bosser sur l'altitude. J'adorais ces histoires d'hypoxie, d'entraînement en hypoxie, tout ça. Je sais pas, ça me branchait bien, alors je me voyais bien faire là-dessus. Et puis il m'a dit écoute, moi tu vois, je vais lancer un programme de recherche chez les personnes âgées parce que c'est un peu ma spécialité. Et donc il m'a embringué là-dedans. J'ai été étudiant en STAPS, je connaissais rien à l'histologie, à la biologie. Il m'a dit c'est pas grave, tu vas apprendre sur le tas. Parce que les étudiants en STAPS sont très flexibles, ils peuvent attendre plein de choses, ils ont cette qualité-là. Et du coup, je me suis lancé là-dedans, alors que à la base, je voulais faire de l'hypoxie. Mon sujet de master, c'était plutôt sur les obèses. J'avais fait ça avec Madame Duché. Et finalement, j'ai basculé sur la personne âgée. Voilà, on peut avoir des rêves, mais des fois, il faut être très pragmatique. Quand on t'offre un sujet de thèse, tu le prends et puis tu bosses le sujet. Oui, c'était clairement ça ou rien. Ouais. Et du coup, ça a été ça, et c'est très bien. Et du coup, votre thèse, on va redire le nom. Ça va me prendre, je pense, vraiment une petite demi-heure. Conséquences musculaires d'un entraînement sollicitant endurance et force chez un même sujet âgé. Pause. Aspect fonctionnel et histomorphologique. Voilà. Je l'ai réussi. Du coup, quelques petits détails pour nos éditeurs qui ne sont pas spécialisés. Qu'est-ce que la différence en entraînement entre l'endurance et la force, du coup? Quelles sont les différences? Alors, les personnes âgées, ils souffrent en général d'un truc qu'on appelle la sarcopénie, quand nos muscles ils se mettent un petit peu à fondre avec l'âge. Il y a des gens très pertinents dans ce domaine sur Clermont, à l'INRA, tout ça. Et c'est vrai que traditionnellement, les personnes âgées, on a toujours un peu de réticence à leur faire de la musculation. Donc en fait, jusque-là, quand je suis arrivé, donc ça c'était dans les années 2000, en 2003 j'ai dû commencer, on leur faisait plutôt faire du travail en endurance. On avait montré que le travail en endurance c'est bien. Alors le travail en endurance, ça améliore la fonction cardiaque, la fonction respiratoire. Dans le muscle, ça crée des petits vaisseaux sanguins, les capillaires qui permettent d'apporter plus d'oxygène. C'est justement les aspects fonctionnels dont vous parlez du coup? Voilà, les aspects fonctionnels, c'est vraiment je marche plus vite, j'ai une meilleure VO2 max sur un vélo, là, sur une épreuve d'effort, j'arrive à développer une puissance. C'est quoi du coup la VO2 max? C'est la capacité, le débit maximal d'oxygène que votre corps il est capable d'absorber pour fabriquer de l'énergie avec. Et plus on vieillit, plus cette VO2 max elle a tendance
à diminuer. Et quand on fait un entraînement en endurance, alors c'est un entraînement en endurance un peu intense, parce que pour améliorer la VO2 max, il faut faire du vélo de façon un petit peu intense, et on avait montré que ça améliorait leur consommation maximale d'oxygène, là, cette VO2 max, donc ils étaient plus à l'aise dans la vie de tous les jours. L'idée derrière ça, c'est que si tu améliores ton max, quand tu fais les choses de la vie courante, tu es moins essoufflé, tu es moins fatigué, et donc ta vie tous les jours est plus aisée. Et chez les personnes âgées, c'est très important, ça leur permet de les garder à domicile un peu plus longtemps, qu'ils aillent le plus tard possible, voire pas du tout dans l'idéal, en maison de retraite. Et ça, les gens sont demandeurs pour ça. Donc ça, on savait que l'endurance, ça marchait bien. Et du coup, l'enjeu, c'était de comparer l'endurance et la force, qui était quelque chose qui n'avait pas été trop analysé, ou en tout cas trop recherché. Ouais, alors dans notre modèle expérimental, on n'a pas vraiment fait ça, parce qu'en fait, ils ont fait un entraînement combiné. C'est-à-dire que les 12 papis dont je me suis occupé, ils ont fait un entraînement où il y avait de l'endurance en bas des jambes et puis de la muscu du haut du corps. Parce qu'on commençait à se douter que cet entraînement combiné, dans toutes les maladies, maintenant on sait que l'idéal, c'est l'entraînement combiné. C'est-à-dire que l'endurance, c'est bien, mais la force, travailler la musculation, la force, ça a aussi des bénéfices qui sont différents et qui se cumulent. Et on voulait quand même voir au niveau cellulaire, là, qu'est-ce qui se passait quand je faisais de l'endurance, qu'est-ce qui passait quand je faisais de la force. Et on voulait pas avoir deux groupes, on voulait avoir chez les mêmes sujets pour qu'ils aient un bénéfice direct. Donc voilà, on les a entre guillemets un peu coupés en deux. On a regardé l'effet de l'entraînement en endurance sur les cellules musculaires de leurs cuisses. On a pris une biopsie, on a allé chercher un petit bout de muscle à l'intérieur de leurs cuisses. Et puis la même chose dans leur épaule, dans leur deltoïde, on a pris un petit bout de muscle et on a regardé ce qui se passait quand on faisait de la musculation en termes de taille de cellules, de capillaires, là, ces petits vaisseaux sanguins, ou les cellules satellites, ce qu'on appelle les cellules souches, qui permettent la régénération du tissu musculaire. On va voir ce que ça donnait, ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont relativement bien progressé. Ça, c'était un truc intéressant. C'était qu'à l'époque, on faisait plutôt de l'entraînement cool, à 60%, des séances plutôt longues. Et nous, nos papis qu'on avait recrutés, c'était des super papis. C'est, en fait, quand tu mets une annonce dans le journal, ça, c'est un petit biais expérimental. Oui. Il n'y a que les gens très forts, très motivés qui répondent. Sûr, oui. Et donc, ils étaient déjà tous assez sportifs. Et on s'est dit, ça va peut-être être dur de les faire progresser en endurance. Et en fait, avec ces entraînements intenses qu'ils n'avaient jamais fait, c'était souvent des papis qui faisaient du cyclotourisme, donc des sorties longues, cool. Oui. Et ils n'avaient jamais fait des trucs intenses et plus courts, du HIIT, ce qu'on appelle maintenant le HIIT, l'intervalle training de haute intensité. Et on a quand même réussi à améliorer, même chez ces gens qui étaient déjà très actifs, de 12%, je crois, leur VO2 max. On a joué un petit peu sur leur capillaire, donc ils ont bien répondu à l'entraînement en endurance. Et ils ont également bien répondu à l'entraînement en musculation, c'est-à-dire qu'on avait réussi à faire gonfler, à grossir la taille de leurs muscles et donc potentiellement leur force. Vous savez que le muscle, ça produit pas que de la force, c'est aussi un réservoir d'acides aminés quand on a des soucis de santé, des choses comme ça. Donc c'était plutôt il y avait plutôt des effets positifs. On était assez contents de ce programme d'entraînement. Et du coup, sur la vie de tous les jours, la vie quotidienne, parce que c'était aussi ça l'enjeu de ce programme, qu'est-ce que eux ils ont ressenti ? Ils vont sûrement fait un retour, eux, comment ils se sentaient dans la vie quotidienne ? Ah oui, alors on en parle des fois en cours, ils avaient un retour très positif sur plein de domaines différents. Ils se sont fait effectivement plus en forme, tout ça, mais il y en a beaucoup qui ont souligné que cet entraînement était quand même intense et ça générait un petit peu de fatigue. C'est assez marrant, c'est-à-dire qu'avant, ils avaient des activités l'après-midi. Pendant le programme d'entraînement, là, souvent, ils allaient faire des siestes. C'est-à-dire que voilà, l'énergie qu'ils dépensaient le matin, on s'est rendu compte, alors on n'a pas publié là-dessus, mais c'était assez intéressant de discuter avec eux, qu'ils avaient tendance du coup à se reposer un petit peu l'après-midi. Donc très probablement que les activités de haute intensité, c'est efficace, ça améliore le VO2 max, mais on pourrait pas faire ça. Voilà, sur le très très long terme, c'est compliqué. Il faut trouver d'autres solutions. Voilà. Le temps de la recherche est souvent pas le temps qu'on utilise après. C'est-à-dire que nous, il faut qu'en 3 mois, 4 mois, on soit efficace, on voit des choses sortir. Donc souvent, on y va un petit peu fort. Après, voilà, le transfert vers l'activité physique adaptée, vers des gens, je sais pas moi, des profs d'appât qui seraient en maison de retraite, en structure, il faut qu'ils en tiennent compte aussi un petit peu de ça. Et qu'eux, ils raisonnent plus sur le long terme et qu'ils revoient un petit peu les intensités à la baisse. Ça, c'est un point faible de la recherche. Et du coup, par exemple, si on veut comparer avec nous qui sommes beaucoup plus jeunes, c'est quoi la différence ? Comment nous, on évoluerait par rapport à ces personnes-là, au niveau si on faisait les mêmes travails, le même endurance et force ? C'est aussi bénéfique chez les personnes jeunes. Alors moi, j'ai plutôt ma recherche de littérature, c'est plutôt sur les personnes sédentaires, sur les ou malades ou âgées. Et maintenant, dans quasiment toutes les pathologies, on combine l'endurance et la force. Mais chez une personne saine, ce serait
probablement très efficace, parce que c'est 2 paramètres de la condition physique. C'est-à-dire que dans la condition physique, il y a l'endurance, mais aussi il y a la force musculaire et tout ça. Donc de toute façon, toute personne pour rester en bonne santé devrait régulièrement travailler son endurance, devrait faire de la force, devrait faire de la souplesse. Et c'est marrant, dans les recommandations de l'OMS, si je vous demande quelles sont les recommandations de l'OMS, tout le monde va me dire qu'il faut faire 30 minutes d'activité physique par jour, 150 minutes par semaine. Et en fait, dans les recommandations de l'OMS, c'est aussi dit qu'on doit faire 2 séances de musculation par semaine, mais ça n'a pas atteint encore le grand public. C'est-à-dire que les gens s'orientent plus sur les activités aérobie, d'endurance, parce que ça va permettre le contrôle du poids, des choses comme ça. Ça a été moins diffusé aussi, parce qu'on l'entend beaucoup moins souvent, ça. Eh ben oui, mais pourtant, ce qui est diffusé par parce que généralement, les médias, tout ce qu'ils disent, c'est les 30 minutes, mais dans les textes, si vous allez sur le site de l'OMS, ils vous disent aussi de faire 2 fois par semaine du travail de musculation. Et ça, dans toutes les catégories de population, ils le mettent, ce travail de musculation. Et ça n'a pas encore trop percé. Il y a encore un peu des clichés, je pense aussi, avec le fait que si on veut perdre du poids, il faut faire de l'endurance. Si on veut, les filles, peut-être certaines, encore le cliché de si vous faites de la musculation, vous allez devenir exactement ça. énorme. Et du coup, c'est des choses qu'il faut... Mais même chez des sportives, moi, les joueuses que j'entraîne en volley, souvent, elles sont un petit peu réfractaires à la musculation en disant je vais changer de taille de vêtements, je vais avoir des épaules carrées. Bon, la musculation, avant d'avoir des épaules carrées, il faut en faire quand même un petit moment, quoi. Et puis, il y a des méthodes de musculation qui ne font pas prendre beaucoup de masse. Enfin, voilà, ça dépend aussi de comment on sollicite. Différents types de musculation. Il y a de l'endurance musculaire. Surtout le travail en force, généralement, c'est justement pas un travail de voilà, masse. donc c'est vrai que si on fait du circuit training, des charges plutôt légères ou des charges, au contraire, très lourdes, on va pas prendre énormément de masse. C'est plus l'entre-deux, on va prendre. Voilà, donc il y a encore peut-être des choses à accentuer auprès du grand public, voilà, pour qu'on se rende compte que même des papis et des mamies, ils ont besoin de faire un peu de musculation. Alors en fonction de ce qu'ils peuvent faire, c'est toujours la même chose, mais c'est toujours rapporté à leur force max ou à leur VO2 max. Donc finalement, qu'on soit très sédentaire ou très sportif, on trouve toujours un moyen, voilà, de solliciter le corps. Et du coup, oui, par exemple, les personnes âgées où on dit qu'il ne faut pas qu'ils fassent trop de sport, pas trop se dépenser, pas faire des choses à haute intensité, quand c'est encadré, ou en tout cas quand les personnes ne sont pas... Et puis que ce soit adapté à leur... Oui, la clé, c'est de passer par la case médicale d'abord. Et effectivement, comment ça s'appelle, des critères d'exclusion de l'activité physique. Il y a certaines pathologies qui font que tu peux absolument pas faire l'activité physique, mais il doit y avoir 5 ou 6 pathologies. Enfin, c'est quelque chose de très limité. Donc, quelle que soit la pathologie, dans très nombreuses pathologies, l'activité physique sera bénéfique. Et c'est pour ça il faut commencer par rencontrer son médecin, faire éventuellement une épreuve d'effort cardiaque pour voir s'il n'y a pas de problème cardiaque. Mais quel que soit l'âge, il y a des études qui sortent actuellement sur des programmes de musculation. C'est des centenaires. Donc, en maison de retraite, il y a des chercheurs qui ont fait faire de la musculation à des centenaires et ils en ont tiré des bénéfices. Donc voilà, tant que c'est adapté aux capacités et aux incapacités, parce qu'on a peut-être des problèmes articulaires, voilà, tant que c'est adapté à la personne, c'est vraiment bénéfique, même jusqu'à des âges très avancés. Et du coup, vous pensez que les clichés qui existent autour des activités physiques, on vient d'en parler pour les personnes âgées, pour les femmes qui deviendraient énormes, ça va se dissiper selon vous avec la recherche, tout ça? Vous sentez qu'il y a des améliorations dans la recherche et que ça avance? Alors, peut-être qu'on s'en rend pas compte, nous, à notre échelle, mais c'est souvent que je commence mes cours en disant, dans les années 60-70, ces personnes qui avaient un problème cardiaque, on les gardait dans la naphtaline, on leur disait surtout ne faites rien, vous allez vous fatiguer, puis ça peut être dangereux pour vous. Et puis maintenant, tout de suite après un accident cardiaque, très rapidement on va aller dans un service, dans une clinique ou un service de soins de suite, et on va rapidement nous remettre à l'activité physique, parce qu'on s'est rendu compte finalement c'était l'inactivité ou la sédentarité qui avait fait un peu le lit de cette maladie. Voilà. Soucis, oui. Donc oui, je pense que ça va aller, mais le temps est long, parce que pour pénétrer une population, les chercheurs ils sont dans leur coin, on passe pas tout le temps
à la radio, tu vois, des émissions scientifiques comme ça, il y a la tête au carré sur France Inter, il y en a pas des centaines, donc ils sont pas tout le temps. On se rend pas compte du progrès de la science au quotidien. Il faut laisser le temps que ça pénètre la population. Mais... Et puis surtout, il y a des thèses, alors, enfin même des recherches. Vous avez parlé de 3-4 mois pour votre thèse, mais il y a des études qui durent sur des années, sur 5-10 ans. Donc c'est des choses qui vont peut-être arriver et qui sont déjà en train d'être étudiées. Alors ça, c'est intéressant, c'est que la partie recherche a duré 4 mois. Alors on a eu 2 groupes, alors ça a fait 2 fois 4 mois parce qu'ils étaient nombreux, je pouvais pas m'occuper de tous, j'étais le seul à les entraîner, tout ça. D'accord, oui. Mais bon, ça a duré 8 mois, quoi, la partie expérimentale, mais il a fallu plus de 3 ans. Enfin, une thèse, ça dure 3 ans, 4 ans. À l'époque, on pouvait durer un peu plus puisqu'on nous payait pas. Maintenant, au bout de 3 ans, ton salaire s'arrête, donc voilà, t'es motivé faut finir à temps. Faut finir ta thèse à temps. Mais voilà, le temps de la recherche est toujours très long par rapport au temps expérimental. Et oui, ce que vous dites, c'est intéressant, c'est-à-dire que les meilleures études, c'est celles qui prennent des gens et puis qui les suivent sur le long terme. C'est toujours un peu compliqué de comparer, je sais pas, des champions de marathon avec des sédentaires et puis de dire l'effet de l'entraînement, c'est ça. Le mieux, c'est de prendre un sédentaire et puis de l'entraîner pendant 5-10 ans. C'est ce qu'on appelle des études longitudinales où on prend les mêmes sujets, on les suit sur un temps très très long. Mais ça, le problème, ça coûte c'est de que l'argent, ça coûte de l'argent, c'est de l'énergie. Ouais, et puis t'es pas valorisé en tant que chercheur puisque finalement ton travail ne sortira que 10 ans, 15 ans plus tard. Donc c'est souvent des chercheurs déjà bons qui vont se lancer là-dedans pour faire une belle étude, qui ont déjà bien prouvé des choses. Il y a cette pression aussi autour de la publication. En anglais, on dit publish or perish. Ça, c'est aussi un petit souci. On nous met une pression relativement importante. Vous la sentez, cette pression, ou vu que vous êtes enseignant-chercheur, qu'il y a quelque chose d'à côté, vous avez un peu moins cette pression-là? Déjà, traditionnellement, les enseignants-chercheurs, on leur pardonne plus de choses par rapport à des chercheurs à temps plein, parce qu'on dit, oui, vous avez aussi d'autres choses à faire à côté. En France, c'est peut-être pas l'endroit où il y a le plus de pression parce qu'on a quand même un statut de fonctionnaire. Donc ce boulot, il est en CDI, il est à vie, on va dire. À l'étranger, on te donne un gros chèque, mais c'est sur 3 ans. Et puis si au bout de 3 ans, t'as pas fait tes preuves, publié plein d'articles, on va te dire écoute, merci d'être venu, et puis hop, on va prendre un autre chercheur. Donc c'est vrai qu'on ne doit pas être on est sous pression, mais on n'est pas le pays, on n'est pas parmi les chercheurs, je pense, les plus sous pression. C'est quel pays c'est quel le type de pays? Parce que j'imagine c'est des régions dans le monde où c'est... Ouais, c'est tous les pays qui vont fonctionner sur contrat comme ça. Je pense aux pays anglo-saxons. Mais voilà, ce statut de fonctionnaire parmi les enseignants-chercheurs, il n'existe vraiment pas dans beaucoup de pays. On a un peu cette chance-là. En Suède, il y a aussi des gens avec des contrats très courts. Les gens qui finissent leur doctorat, souvent ils font ce qu'on appelle un post-doc, un stage post-doctoral qui va leur permettre peut-être de trouver un boulot de chercheur à temps plein. Voilà, c'est des contrats très ciblés, c'est 2 ans, et puis en 2 ans, il faut que tu aies fait le maximum d'abattage et d'articles, et que tu aies fait parler de toi. Donc ça génère une pression, ça peut générer éventuellement des fraudes. Oui, justement, ce que j'allais dire, ça peut pas générer justement des fausses études au final avec des résultats un peu faussés parce qu'on a voulu se presser. Il y a eu pas mal de cas d'études comme ça, où alors c'est assez rare que ça sorte, mais où les journaux ont fait carrément un correctif en disant effectivement, on s'est fait avoir sur cette étude, on nous a vendu des faux résultats, les gens avaient complètement inventé leurs résultats. Alors quand c'est sur des sujets sensibles, on en entend parler, mais malheureusement ça peut être tentant. Ça peut vite faire des légendes urbaines, du coup tout le monde va croire ça. Alors c'est ça. Du coup après il y a une sorte de complotisme qui peut naître de ça. Donc je pense qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux chercheurs, à son éthique, mais oui, c'est possible, et mettre les chercheurs sous pression, c'est aussi prendre le risque que pour garder leur job, ils inventent un petit peu des trucs. Et vous, ça vous est déjà arrivé du coup qu'une étude ne révèle rien? J'imagine que oui, ça doit arriver à tout chercheur. Ouais, alors ça arrive toujours qu'une étude ne révèle rien, mais alors souvent... Est-ce qu'on en tire quelque chose quand même quand ça révèle rien finalement, quand il n'y a pas les résultats? Ça c'est intéressant comme question. Déjà souvent on mesure beaucoup de choses, donc parfois on en vient à mettre en exergue un truc qui est finalement pas si génial que ça, mais c'est la seule chose qui est sortie comme ayant varié, alors on essaye d'insister un petit peu dessus pour ramer, parce que on a beau dire que l'absence de résultat, c'est un résultat. C'est vrai que les gens qui évaluent les articles, parfois, si tu leur présentes, donc pour que ton article soit publié dans un journal, il y a des
d'autres chercheurs quelque part dans le monde qui étudient ton article de façon normalement anonyme et tout ça, et qui font des remarques pour essayer d'améliorer l'article, et puis pour te dire, il a le niveau, ton article, pour être publié dans notre journal ou pas, et dans ce cas-là, tu vas chercher un autre journal. Même si on dit que l'absence de résultat, c'est un résultat, globalement, quand tu n'as pas beaucoup de résultats significatifs dans ton étude, normalement, tu as fait une hypothèse, tu as monté cette étude parce que tu pensais que ça allait changer quelque chose. C'est pas très 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 bien vu, mais bon, des fois ça peut... C'est frustrant même, j'imagine, ça doit... Oui, tu t'es investi dans quelque chose, t'avais eu une idée, parce que voilà, normalement tu pars avec une hypothèse, donc t'avais quand même imaginé que cet entraînement que t'allais faire, il allait jouer comme ça, et finalement il se passe rien, alors pour plein de raisons, des fois t'as pas assez de sujets, des fois il y a des sujets sur l'entraînement, des fois il y a des sujets qui arrêtent, Moi, un de mes papys, le jour des tests entraînement, la dernière biopsie, c'était, nous on comparait des biopsies avant et après, il a dit non, je refuse qu'on me fasse la biopsie, ça m'a fait mal la première fois, et voilà, c'est son droit, donc t'es triste, mais tu lui dis écoutez, pas de problème, bonne journée monsieur, et puis voilà, c'est fini, et donc tu viens de perdre un sujet, des fois tu trouves rien parce que ton nombre de sujets a peut-être trop diminué. Oui. Alors normalement c'est le risque aussi avec les études long terme. Avec surtout les personnes âgées, voilà, tu vas avoir des décès, des choses comme ça. Alors normalement ça tu le calcules avant, on fait des calculs de puissance statistique, voilà, pour pouvoir savoir en fonction de la mortalité normale combien il nous faudrait de sujets pour que, en tenant compte de la mortalité ou des gens qui vont quitter l'étude, comment on va s'en sortir. Mais oui, c'est frustrant des fois, voilà, on ne trouve pas grand chose et on a investi du temps, de l'énergie, de l'argent, et il n'y a pas grand chose qui sort, et donc tu publies pas d'articles. Alors notre reconnaissance, elle se fait essentiellement sur les articles, donc c'est un petit peu frustrant. Et du coup, une hypothèse, ça se construit comment ? C'est par rapport à les études qui ont été faites, une revue de la littérature. Voilà, on fait une revue de la littérature, on regarde ce qui s'est fait antérieurement. Nous, on a vu que, je sais pas moi, tel type d'entraînement, par exemple cet entraînement de haute intensité, c'était pas mal chez les sportifs. On va faire l'hypothèse que finalement les sportifs et les personnes âgées, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre eux. Donc voilà, on se base sur l'antériorité, sur des choses qu'on a lues à droite, à gauche. Et ça nous aide à construire une introduction à notre article qui va se terminer par nous on fait l'hypothèse que ça va marcher, que c'est cette filière-là qui va être stimulée, c'est ces molécules-là qui vont être activées. C'est un petit pari. Alors normalement ce pari, on fait pas toujours dans la recherche des trucs complètement novateurs, ce petit pari, il y en a d'autres qui l'ont déjà montré chez l'animal, ou voilà, et puis nous on va essayer de le montrer chez l'humain, ou alors il y en a qui l'ont montré chez l'humain, mais qu'en est-il chez les personnes qui ont des maladies? Donc voilà, l'antériorité nous aide à affiner nos hypothèses, et en général on vise à peu près juste, mais parfois on peut passer à côté. Vous êtes aussi sur un autre projet, vous nous en avez parlé avec votre thésarde qui fait une thèse du coup sur la maigreur constitutionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste ? Alors la maigreur constitutionnelle, c'est un sujet que j'ai commencé à aborder à la fin de ma thèse avec une équipe de Saint-Étienne qui est un peu à la pointe là-dessus. Parce que vous venez de Saint-Étienne. Et parce que je viens de Saint-Étienne, plus belle ville du monde, je le rappelle. Voilà. 16e de Ligue 1, on le rappelle aussi. Oui, aussi. Ça, mais on peut que progresser maintenant. Voilà. Ou alors on va trouver du pétrole. Si oui, c'est sûr. Oui. Vous avez trouvé Clermont surtout. Clermont foot. Oui, c'est ça. On va peut-être croiser. Du coup, oui, la maigreur constitutionnelle, donc les Stéphanois étaient très à la pointe là-dessus. Et les maigres constitutionnelles, c'est des personnes qui n'ont pas forcément de pathologie, mais depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont toujours été maigres. C'est-à-dire avec un IMC, vous savez, l'IMC, c'est le poids divisé par la taille au carré. Un IMC inférieur à, on va dire, à 17,5, 17, donc ils sont considérés comme maigres par l'OMS. C'est de la génétique, finalement, c'est comme les obèses qui sont un peu génétiquement... Et alors, clairement, il y a une partie génétique là-dedans, parce que parfois, il y a des familles de maigres, mais qui sont assez stigmatisées, ces personnes-là, parce que tous les jours, elles entendent qu'elles sont anorexiques, voilà, qu'elles ont des problèmes avec la nourriture, alors que pas forcément... Les obèses aussi, au final. Oui, alors eux aussi, les pauvres, ils entendent tous les jours qu'ils mangent trop, qu'ils n'ont pas de mental, ou voilà, ce qui n'est pas complètement vrai. Et donc, voilà, c'est une population assez intéressante, et donc... on a essayé de phénotyper un petit peu des gens maigres. Donc là, c'était une étude avec aussi un partenaire industriel et avec Saint-Étienne, où on avait regardé comment ces personnes maigres répondaient à une surnutrition. On leur mangeait plus de kilocalories par jour, et puis on s'était rendu compte qu'elles résistaient un peu à la prise de poids. C'est-à-dire que même si on leur donne des calories en plus, il ne se passe pas grand-chose sur la balance. Donc on a essayé de comprendre dans la thèse
mon étudiante ce qui se passait au niveau musculaire sur le stockage des lipides, le stockage des glucides, comment fonctionnaient leurs muscles. Est-ce que leurs muscles étaient différents d'une personne lambda? On a vu quelques différences. Et puis maintenant, on essaye de voir comment elles réagissent justement à l'activité physique. On s'était mis en tête au départ qu'elles étaient très actives et c'est peut-être pour ça qu'elles étaient maigres, parce qu'elles brûlaient beaucoup de calories. On se rend compte que c'est peut-être pas forcément le cas. Donc là, on lance une étude où on voudrait voir le niveau d'activité physique, mesurer cette fameuse VO2 max chez les personnes maigres et les comparer à des personnes d'un poids normal. Et puis, à terme, voir un petit peu comment elles se débrouillent en musculation. On sait qu'elles ont du mal à prendre du poids, mais on pense aussi qu'elles ont du mal à prendre un peu de tout. En fait, de la force aussi, du muscle aussi. D'accord. Et on fait l'hypothèse justement qu'avec un même programme de musculation, peut-être que des femmes maigres ne prendront pas autant de masse musculaire que des femmes témoins, puisque pour l'instant on s'intéresse un peu plus aux femmes. Elles sont un peu plus représentées, les femmes en tout cas. Elles consultent un peu plus souvent pour cette maigreur. Donc voilà, on lance cette étude et donc si on a parmi les millions d'auditeurs qui nous écoutent, si on a au moins des personnes, 1 million. voilà, si on a des personnes qui sont maigres depuis qu'elles sont toutes petites, qui ont envoyez un message sur notre Instagram. Voilà, n'hésitez pas à contacter Jason. Contacter la fac sinon Et aussi, sinon, oui. contacter la fac de Clermont. Stabs, voilà. Venez en UFR Stabs, vous croiserez très vite Julien Vernet. On va parler d'un autre sujet du coup. On a vu que la science progressait, on en a juste parlé un petit peu avant, donc voilà, et que du coup certaines entreprises elles tentent de trouver le remède miracle de l'immortalité. On a vu des patrons comme Mark Zuckerberg, ou je crois que c'est les patrons de Google, de Facebook, enfin de très grandes entreprises comme ça qui voient très 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 grand dans le progrès. On a vu Elon Musk qui veut faire des voyages touristiques en dehors de la Terre, etc. Et du coup, arrive la conscience du scientifique, et jusqu'à où le scientifique peut aller, en tout cas éthiquement. Vous, Monsieur Vernet, jusqu'à où seriez prêt à aller, dans votre conscience de journaliste? De journaliste. Ah, de scientifique. Ça, c'est moi qui parle. Hein. Oui, mais parce qu'on s'est beaucoup posé la question au journalisme aussi. Alors, ça serait intéressant d'avoir une discussion pluridisciplinaire. Déjà, oui, c'est vrai que les grosses entreprises, j'entendais l'autre jour, je ne sais plus justement si c'est Google ou Facebook, en tout cas, ils ont mis quelques millions de dollars dans des moyens de détecter précocement les maladies, avant même qu'elles apparaissent. Hein, c'est un peu l'avenir. L'avenir, c'est détecter les maladies plus tôt. L'avenir, c'est avoir des traitements médicamenteux. Il y a eu des études intéressantes là-dessus, des articles journalistiques intéressants là-dessus, qui ont montré que finalement le médicament de base, il est fait pour la personne de sexe masculin, plutôt de race blanche. Sur les études américaines, on disait que finalement, les femmes, elles sont pas très bien soignées parce que la plupart des essais thérapeutiques, il y a souvent plus d'hommes. Et la population n'était pas faite du coup. Et l'avenir, ce serait vraiment chacun son traitement. C'est là que certains veulent aller. Il y a chaque année, là, des fois, on est jury dans des masters de médecine, et moi chaque année j'apprends des choses sur des masters de médecine, sur de la cancéro, avec des traitements qui avancent, des trucs qui n'ont pas encore atteint le français moyen, et c'est vraiment étonnant. Donc on veut vivre toujours de plus en plus vieux, repousser la recherche et la limite éthique. C'est vrai que le chercheur, c'est quelqu'un de curieux. Alors jusqu'où la curiosité elle doit aller, parce qu'on peut enfreindre les règles, il y a des lois bioéthiques qui sont faites, etc. Est-ce qu'on peut les enfreindre, quoi? Le simple fait de se poser la question, c'est donc ces lois de bioéthique, elles sont nécessaires. Oui. Et c'est vrai qu'elles essayent un petit peu de cadrer le travail. Je faisais un cours là-dessus aux étudiants de master il y a 2 semaines, où j'ai fait une petite plongée dans l'horreur. La recherche scientifique, elle a par le passé justifié des trucs qui se font vraiment pas trop. C'était inhumain, ouais. On se rappelle, il y avait si je dis pas de bêtises, j'espère ne pas en dire, les nazis faisaient des tests justement scientifiques sur des personnes, sur des sujets qui étaient vivants, ou vraiment qui sont des choses abominables. Donc, alors les nazis se passent souvent pour les grands méchants, mais finalement en grattant un petit peu, j'ai trouvé des choses comme ça chez les Japonais.
les Américains, ils n'ont pas été non plus très... Souvent chez les prisonniers, blancs. Voilà, les prisonniers sont souvent des victimes, malheureusement, toutes désignées, les personnes handicapées mentales, enfin voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé quand même un cadre éthique. Quand vous vous impliquez dans une recherche, si on part je vous ai parlé tout à l'heure du papy là il s'était impliqué dans notre recherche et puis voilà le dernier jour il nous dit je veux pas, ça m'a fait trop mal la première fois. On peut pas lui soumettre, on peut pas le forcer. Donc on a quand même créé des lois pour protéger les gens, et ces lois elles sont venues après certains débordements, donc je pense qu'il faut faire attention là-dessus, et puis rechercher la vie éternelle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a déjà du mal à nourrir toute la population mondiale. Si on se mettait tous à vivre jusqu'à 200 ans, ça créerait pas le aussi problème à régler en ce moment, en tout cas. Mais en tout cas, de bien vivre. Oui, voilà, déjà pour tout le monde, parce que nous on a de la chance en France de pouvoir vivre à peu près correctement. On parlait beaucoup de maladies, si les gens pouvaient guérir celle-là. Oui, et puis c'est vrai que maintenant il y a plein de nouveaux concepts qui apparaissent, comme l'espérance de vie en bonne santé, finalement, qui est différent de l'espérance de vie classique. C'est très différent. L'idéal, ça serait d'arriver à vivre peut-être jusqu'à 80 ans, 90 ans, même si on changeait pas. Mais en gros, je dis toujours, c'est une mauvaise blague, mais voilà, l'idéal, ce serait de mourir en bonne santé. Les gens, ce qu'ils demandent, c'est ça. C'est peut-être pas de rajouter des années de vie, mais rajouter de la vie aux années, c'est-à-dire être impotent, être vraiment dans le dépendant de tout le monde, le moins à la fin de sa vie, possible. Voilà. Et là, il y a déjà du travail à faire. Mais donc, c'est vrai que je fais pas des travaux de recherche très sensibles, donc ça questionne rarement mon éthique. Mais c'est vrai que dès lors que vous travaillez dans la génétique, dans les choses comme ça, où on peut manipuler le vivant, c'est important de se poser la question. Et puis, déjà, chaque chercheur a ses propres limites, mais heureusement, il y a un cadre juridique à tout ça. Finalement, ça permet d'avoir un progrès scientifique qui est plus sain, même si ça peut parfois le freiner, on imagine, mais heureusement, finalement, qu'il y a ces règles-là pour freiner et que ça ne déborde pas comme ça a été par le passé, quoi. À chaque grande avancée, ça génère des débats. Enfin, voilà, là, actuellement, c'est la PMA, ouvrir la PMA à tout le monde. C'est techniquement faisable. Finalement, le chercheur, il a déjà fait le travail. Mais heureusement, peut-être que la population va dire alors ça on décide collectivement, voilà, ça on a le droit, ça on n'a pas le droit. Il y a des choses qu'on sait faire et que il faut espérer on mettra pas en œuvre. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que c'est important que le débat, alors il faut qu'il soit apaisé, le débat, parce qu'en plus il y a plein d'autres domaines qui viennent peser là-dessus, des visions. Et souvent aussi, il faut qu'il soit bien expliqué, parce que c'est souvent justement dans ces débats-là qu'il y a beaucoup d'informations qui sont inexactes, ou mal vérifiées. Ou des gens heureusement, les journalisps font la chasse aux fake news et font un travail de vérification. C'est quelque chose presque le travail le plus important. Nouveau. En tout cas, voilà, on l'affiche clairement. Si vous allez sur les décodeurs du monde ou des choses comme ça, là, on affiche clairement les choses. Il y a des sites qui sont faits pour démanteler justement des fake news, même des comptes Instagram. Le compte de l'AFP, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un compte de l'AFP qui chaque jour relaye les fake news et justement les démantèle pour que les utilisateurs ne se retrouvent pas à dire ça je l'ai vu, je l'ai lu quelque part, alors qu'en fait c'est complètement faux, quoi. Donc c'est important. Donc oui, voilà, enfin là c'est vraiment important. Je crois que c'est la société qui doit décider de où est-ce qu'on va, vers quelle société on veut aller, et puis après faut que le chercheur se restreigne, mais encore une fois, voilà, c'est peut-être plus dans certains domaines sensibles. Voilà. On va finir avec une petite revanche. La tradition. La tradition. L'année dernière, on avait fini l'émission Culture Sport Time avec le fameux grand quiz de 2 heures et une défaite de Julien Vernet face à votre collègue David magistrale Sotruc. Face à mon nez tout aussi magistral. On a créé peut-être un petit peu cette rivalité, mais non, parce qu'elle existe. Elle existe en volleyball, en Staps. C'est vrai. Le duel Sotruc-Vernet. Et moi, j'ai envie qu'on réécoute justement cette défaite. C'est moche. Comment appelle-t-on un tir qui donne à la balle un effet rotatif après le rebond? Putain, un chabala. La roucoulette. Ça fait combien? C'est entre les mains du gardien. J'ai pas compté moi. 6, 7? Non, ça fait 8. Ça fait 7? Ça fait 7? Ça fait 7. C'est une égalité, mais vu que l'équipe de David et de Mathieu
avait eu un meilleur score à la manche précédente. C'est cette équipe-là qui gagne, bravo, on peut applaudir. À noter que j'étais dans votre équipe à cette Exactement, époque, très gros coup de dur. À noter qu'on s'est fait arnaquer. Moi, je vois ça comme explication. C'est vrai aussi. Non, je suis pas d'accord. Gros vol, j'étais dans l'équipe qui a gagné. Coulette, j'en suis très fier. Le Shabala, vous avez empêché de gagner. Ça et Michael Jordan. Oui. Je vous propose la petite revanche maintenant. Une petite revanche. Avec un petit jingle. Faut pas que je dise de gros mots cette fois-ci. Tout à l'heure, j'ai entendu un putain filet quand même. Parce que tout à l'heure en Staps, on est allé voir du coup monsieur ce truc qu'on a alpagué, qu'on a retenu dans un couloir. Il nous a fait le quiz d'1 minute 30. Vous aurez les mêmes questions, exactement les mêmes questions. Et vous êtes dans de meilleures conditions. Alors, je suis pas préparé mentalement là. Il l'était pas non plus. Et puis j'ai pas suivi là. Bon, là, vous allez me dire les excuses. C'est sur de l'actu des 12 derniers mois, on va dire. Ouais, voilà. Il y a du 2019, il y a un peu du 2020. Il y a de la culture générale, on va dire. On va voir que j'y connais rien quoi. Tu veux le faire, Mathis ? Non, vas-y. Ok. On va garder le même. Moi, je vais compter le nombre de réponses. 1 minute 30. Et ben, c'est parti. Et après, on écoutera du coup le quiz de David ce truc. Attendez, je prends Dès que t'es les prêt. questions. 3. Est-ce que je peux avoir les réponses ? Non. Alors, la première, c'est. On espère que vous les avez déjà. La première réponse, c'est la réponse D. D'accord. 3, 2, 1, go. Qui a gagné la dernière Coupe du Monde de rugby ? Nouvelle-Zélande. Non. Qui est en tête du championnat de France de football ? Le PSG. Oui. Qui est en tête de la Liga championnat d'Espagne de football ? Madrid. Oui. Qui a gagné le dernier Super Bowl ? Non, Patriots, je sais pas. Non. Qui a gagné la NBA en 2019 ? Toronto. Oui. Quel âge a eu Michael Jordan le 17 février dernier ? 48 ans. Non. Combien de titres NBA a gagné Kobe Bryant ? 6. Non, 5. Qui a battu 2 fois consécutivement le record du monde de saut à la perche dernièrement ? Mondo Duplantis. Oui. À quelle place se situe le volley club de Chamalières en Liga féminine ? 12e. 11e. À combien de points du deuxième se trouve le Clermont Foot en Ligue 2 ? 4. Non, 2. Combien de titres de Formule 1 possède Lewis Hamilton ? 5. Ah non, vous avez Quel est le dernier trophée de l'ASM Rugby ? Le bouclier de Bredus. Non, challenge européen. Qui a remporté le dernier Paris-Roubaix ? Non mais c'est pas possible. Vous êtes pas loin, hein. Passe. Non. Qui est devenu le 13 octobre dernier le premier homme à finir un marathon en moins de 2 heures ? Vaut mieux passer. Eliud Kipchoge. Oui, qui a gagné le dernier US Open ? Tennis. Le plus connu en ce moment. Rafael Nadal. Non. Combien de top 14 ont remporté le Stade Toulousain ? 10. Enfin, depuis combien de temps Teddy Riner n'avait pas perdu avant sa défaite il y a 2 semaines ? 152. 154. Ça fait combien d'années ? 10 ans. Ça fait 6 réponses. C'est une égalité. Tu veux passer le quiz de David ce truc ? Ouais, je viens de spoiler complètement. Tu viens complètement de spoiler. On va écouter le quiz de David ce truc maintenant. L'Afrique du Sud du coup alors. Qui a gagné la dernière Coupe du Monde de rugby ? Ouh, le son est pas officiel. Afrique du Sud. Qui est en tête du championnat de France de football ? Pour le PSG. Qui est en tête de la Liga en Espagne, football. Ah, pour Barcelone. Non, qui a gagné le Super Bowl, le dernier Super Bowl. Ah oui, c'est Kansas City. Oui, qui a gagné la NBA en 2019. Warriors. Non. Quel âge a eu Michael Jordan le 17 février dernier ? 50. Non. Combien de titres NBA a gagné Kobe Bryant ? 3. Non. Qui a battu 2 fois consécutivement le record du monde de saut à la perche dernièrement ? C'est le français, là, je ne connais pas son nom, mais le petit jeune. À quelle place du classement se situe le volley club de Chamalières ? C'est dégueulasse. 13, 12, 11. 11, oui. Ouais. À combien de points du deuxième se trouve le Clermont Foot en Ligue 2 ? Aucune idée. Combien de titres de Formule 1 possède Lewis Hamilton ? 6. Oui. Quel est le dernier trophée qu'a remporté la SM Rugby ? Championnat de France. Non. Qui a gagné le dernier US Open ? Merci. Énorme, Marlon. Combien de top 14 ont remporté le Stade Toulousain ? Ah, beaucoup là. 9. 20. Depuis combien de temps Teddy Riner n'avait pas perdu avant sa défaite il y a 2 semaines ? 134 matchs. 154. Ouais. Qui a gagné la dernière Fed Cup ? Je sais pas. Quelle équipe a gagné le All-Star Game de ce dimanche 16 février ? C'est Monaco. Le All-Star Game États-Unis, l'Ouest ou l'Est ? Ah, j'ai pas regardé donc l'Est. Ah, dans l'Est.
Ça lui a fait 6. C'est la team LeBron. Alors, ça fait 6. Comment on pourrait départager ? T'as une idée, Mathis ? C'est compliqué. C'est soit le plus jeune qui gagne, soit le plus maigre. Ah, est-ce que dans les deux cas c'est le même ? Non, je crois pas. Ouais, on est d'accord. Je vais vous trouver peut-être une question. À la limite, on peut toujours aller voir Monsieur David Cetruc et lui Refaire reposer une 2-3 questions. Non, ça va être compliqué. Déclarer le match nul parce que je pense que c'est Pour le meilleur moyen de s'en sortir. Voilà. Je pense qu'à la fin, c'est toujours lui qui gagne. Bon, ça va faire match nul. Comme l'année dernière, finalement, c'était la manche Non, d'avant. on avait perdu là. Oui, mais la manche d'avant, vous avez nous avez souri. En tout mais cas, donc là, c'est pas mal. Ouais, merci Monsieur Vernet d'être venu. Beaucoup, Julien Vernet, Eh ben, écoutez, qui était avec rien. nous dans le tour du cadran. Et bonne chance pour la suite de ce tour de cadran. Oui, on a encore quelques heures devant nous avant la fin de l'émission. Et on se retrouve juste après cette musique. À tout de suite. No change, don't be drained in the game. No change, don't be drained in the game. No change, don't be drained in the game. No